Je vais maintenant vous présenter notre première table ronde qui porte sur l'annonce de réduction de prix. Alors, je vais accueillir un certain nombre d'invités et de panélistes que je vais immédiatement vous présenter. Ces panélistes, ce sont non seulement certains fondateurs de la chaire droit de la consommation, mais également extérieurs, comme Marie-Paule Benassi, que vous avez vu déjà tout à l'heure. Alors, je suis heureuse d'accueillir pour cette première table ronde donc Laure Baïté, qui est responsable des affaires juridiques environnementales de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, qui vous sera présentée un petit peu plus tard. Alain Bazot, qui est président de l'UFC Que Choisir et qui sera également, dont l'association sera présentée tout à l'heure. Marie-Paule Benassi, que vous avez vu à l'instant. Magali Jalad, qui est directrice des affaires publiques et réglementaires de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et enfin, Alain Souillot, qui est directeur juridique de la Fédération du commerce coopératif et associé, qui vient à l'instant de vous être présenté. Alors, bonjour à tous. Je vais dire juste quelques petits mots avant de vous interroger et de vous laisser la parole. Quelques petits mots sur cette disposition de la directive qui porte sur l'annonce de réduction de prix. C'est un seul article de cette directive, un seul article, c'est l'article 2. Et cet article modifie un article d'une directive dont on parle en fait assez peu en France, qui est la directive sur l'indication des prix de 1998, parce que la France avait déjà depuis longtemps une politique d'affichage des prix avant cette directive. Et donc c'est cette directive, un article de cette directive qui est introduit, l'article 6 bis, nouveau. Donc c'est un article, mais c'est un article extrêmement important qui soulève énormément de difficultés qu'on va pouvoir aborder ce matin. Alors ce texte porte sur les promotions, on peut essayer de le résumer ainsi. Il porte sur les promotions, on peut dire qu'il impose que toute annonce de réduction de prix, doit désormais lorsque ce sera transposé, doit désormais indiquer le prix antérieur le plus bas pratiqué par le professionnel dans le mois précédent. Indiquer le prix antérieur le plus bas pratiqué le mois précédent par le professionnel, ça semble donc indiquer que désormais, pour toute promotion sur un prix, le professionnel devra faire figurer à côté du prix réduit un autre prix. Là, jusqu'ici, on peut dire c'est déjà souvent la pratique, mais ce n'est pas n'importe quel prix qui doit figurer à côté. Ce prix, c'est le prix le plus bas pratiqué dans le mois précédent. Alors, on peut comprendre la raison de cette règle. On veut éviter, on aura l'occasion d'y revenir, que, par exemple, les prix soient augmentés de façon exagérée peu de temps avant des promotions pour afficher ensuite un 40% qui finalement n'est pas vraiment un 40%. Pour autant, tel qu'il est, ce texte soulève des difficultés. Il vient s'articuler avec une autre directive, qui est la directive sur les pratiques commerciales déloyales de 2005. Il vient s'articuler parce que jusqu'à présent, la règle générale au niveau européen était, à travers cette directive, était plutôt que par principe, les pratiques commerciales sont libres. Par principe, les professionnels peuvent indiquer ce qu'ils veulent, sous réserve au cas par cas qu'il n'y ait pas de tromperie ou de pratiques agressives. Alors, ce texte modifie l'état actuel du droit européen et donc indirectement par la suite des droits nationaux. Il soulève plein d'interrogations de comment l'interpréter, comment le droit français va-t-il le transposer, et c'est pour répondre à ces questions que je me tourne maintenant vers les panélistes. Je vous rappelle que vous pouvez trouver et télécharger, alors je sais qu'il y a eu des petites difficultés de téléchargement, mais vous pouvez trouver évidemment la directive avec son numéro, vous la retrouvez sur Internet très facilement, mais on a fait un petit résumé des textes que nous abordons ensemble ce matin dans un document de cours de 2 pages que vous pouvez télécharger, dont le lien est mentionné dans l'onglet Conversation.
Alors, je vais, pour les premières questions, me tourner vers les fédérations. Laure Baïté, Alain Souillot, deux fédérations d'entreprises, la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, et la FCA, la Fédération du commerce coopératif et associé, et vous demandez, alors peut-être Laure, pouvez-vous commencer, et vous demandez quels sont pour vous, en tant que fédération, au regard de ce que vous avez vu de vos adhérents, quels sont pour vous les avantages et les inconvénients de ce nouvel article 2 de la directive. Merci Carole, bonjour à tous. Comme vous l'avez indiqué Carole, c'est vrai que cette disposition de l'article 2, c'est une disposition qui est très importante pour les acteurs que nous représentons parce qu'elle vise à garantir en fait une meilleure information du prix et en l'espèce du prix barré. Et puis on sait que le prix, c'est un marqueur très important pour tous les acteurs, que l'on soit vendeur ou consommateur, et puis que le consommateur doit pouvoir y consentir de manière éclairée. Nous, le premier avantage que l'on voit à la FEVAD sur cette disposition, c'est qu'elle est européenne. Parce que les acteurs que je représente, les e-commerçants que je représente, ils ne limitent généralement pas leur zone de chalandise à l'unique France. Donc, avoir une règle qui est commune à l'ensemble des États membres, ça crée en fait une meilleure effectivité du marché unique européen et ça crée aussi une meilleure sécurité juridique pour l'application du texte. Ensuite, cette question du prix barré, des annonces de réduction de prix, c'est un sujet qui est extrêmement opérationnel, c'est un sujet extrêmement complexe et puis un sujet aussi concret. Alors en France, on a une longue histoire en matière d'annonces de réduction de prix et de son encadrement. Tout le monde connaît l'arrêté 77-105P. On a eu un arrêté de 2008 qui était en fait qui parlait de la notion de prix de référence. Il a fallu avoir une circulaire en 2009 pour expliciter les différents prix de référence parce qu'il n'y a pas seulement le prix antérieur, celui qui est pratiqué les 30 précédents jours qui précèdent l'annonce de réduction de prix. Il y avait d'autres prix de référence comme le prix conseiller fournisseur. Donc cette circulaire, elle est venue en fait expliciter du coup l'arrêté de 2008. Et puis, on a eu un arrêté du 11 mars 2015 qui là, on est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Carole, on est retombé sous la directive d'harmonisation maximale pratique commerciale déloyale de 2005 avec une mise en avant plutôt d'une appréciation in concreto des différentes pratiques et de la notion de loyauté. Donc, cet article 2, nous, au sein de la FEVAD, on en a beaucoup discuté avec nos adhérents. On trouve que ça soulève beaucoup d'interprétations parce que ça n'aborde que la notion de prix antérieur, de prix barré, et pas forcément les autres prix de référence qui peuvent être utilisés dans la pratique par les acteurs. Donc, on trouve que l'Union européenne a fait un premier pas en mettant en place en fait cette disposition commune à tous. On sait que la Commission européenne en a fait un autre parce qu'elle a mis en place des ateliers d'interprétation pour justement interpréter l'ensemble de la directive Omnibus, mais aussi plus spécifiquement cet article 2. Donc, on est très, en tout cas, on trouve que c'est très important de pouvoir que les États membres puissent prendre en compte en fait l'interprétation qui est faite par la Commission européenne, parce qu'on sait qu'en fait, cette disposition est arrivée en bout de course du processus législatif européen. Donc, il n'y a pas de considérant dans la directive qui va l'expliciter. D'où l'intérêt que les travaux au niveau européen qui sont menés par la Commission européenne soient suivis de près par les États membres et puissent être utilisés dans la transposition qui, chez nous, arrive bientôt via le projet de loi d'ADU. Voilà ce que j'avais à dire et je répondrai aux questions tout à l'heure. Oui, merci Laure. Oui, j'ai oublié de repréciser, mais normalement, vous le savez tous, participants à ce webinaire, que vous pouvez poser des questions sur le chat directement et à la fin de la première table ronde, on aura un échange en fonction de ces questions. Alain Souillot, quelle est pour vous aussi votre analyse des avantages et inconvénients de cette disposition à travers votre fédération ? Bonjour à tous. Donc, déjà, je partage vraiment totalement les propos de Laure. Hein. C'est vraiment, on a exactement les mêmes appréciations et les mêmes inquiétudes sur la transposition et le degré d'harmonisation. Et effectivement, le texte, initialement, vise à apporter un niveau élevé de protection des consommateurs.
Donc, je dirais, pour les commerçants, hein, pas seulement ceux qu'on représente, nous, au sein de la FCA, mais je pense que l'ensemble du commerce, il y a bien évidemment un intérêt à ce que la relation de confiance avec les consommateurs soit renforcée, et le commerçant a tout intérêt à conserver cette relation de confiance, ce lien avec le consommateur. Et donc, l'information sur le prix doit être la plus loyale possible pour justement assurer cette relation. Et donc, ce qu'on perçoit dans ce texte, hein, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est l'ajout d'un nouveau droit d'information du consommateur qui, mécaniquement, pose des questions en termes de renforcement des obligations du commerçant vis-à-vis de cette information. Donc, ce qu'on perçoit aujourd'hui avec l'indication, la nécessité d'indiquer un prix de référence par rapport à une réduction de prix, ça signifie qu'il y a certaines opérations promotionnelles aujourd'hui qui pourraient peut-être disparaître. Donc ça, c'est à voir hein, dans les textes de transposition. Ce sont toutes les annonces de prix, de réduction de prix chiffrées. Par exemple, vous avez moins 20%, moins 40% dans un rayon, qui n'auront pas indiqué une référence précise par rapport à un prix pour un produit, qui seront des informations de réduction de prix plus générales. Donc là, effectivement, si il faut indiquer un prix antérieur appliqué au maximum dans les 30 jours par rapport à un prix réduit, on ne pourra plus faire des annonces chiffrées moins 20%, moins 30%. C'est une question, voilà, c'est une question. Pour vous donner donc, un exemple d'éléments qu'on pourra vraiment aborder dans le cadre de la chaire, donc c'est pour ça que je suis vraiment très content de participer à ces travaux de la chaire avec les différentes parties prenantes. C'est, par exemple, on s'est posé la question, si on va au bout du raisonnement dans le texte de la directive, il y a un moment, une indication où il est possible pour les États membres, lorsque le produit est commercialisé depuis moins de 30 jours, de se référer à une période plus courte à titre de prix de référence appliqué antérieurement. Si on va au bout de ce raisonnement, hein, donc on est tout à fait satisfait de cette souplesse qui était apportée par le texte européen, on s'est posé la question de la difficulté pour les prix nouveaux, les produits de lancement. C'est-à-dire qu'il y a une pratique très usitée qui consiste à proposer au lancement d'un nouveau produit un prix réduit par rapport à un prix qui ne sera pas un prix antérieurement appliqué, puisqu'il s'agit d'un produit nouveau, mais par rapport à un prix futur. Et donc là, on pourrait s'interroger, est-ce qu'on pourrait interpréter de manière très souple le texte de la directive dans le cas de la transposition, en considérant que le prix de référence, certes, n'est pas encore appliqué, mais il est néanmoins déjà identifié au moment où on fait le lancement d'un produit. C'est juste son application qui est suspendue pendant un certain temps avant d'avoir un prix plus important après une période. Donc là, par rapport à la loyauté, par rapport à la protection du consommateur, je pense que le consommateur sera suffisamment informé loyalement à partir du moment où il sait qu'à telle date, le prix change, et donc on aura bien un prix barré avec un prix plus important à une certaine date pour le lancement du produit. Et au niveau du commerçant, c'est aussi un élément qui va inciter à l'innovation, puisque la commercialisation d'un produit nouveau présente un risque supplémentaire en termes d'identification d'une cible, d'une clientèle. Donc, on pense que cette pratique a une légitimité et devrait continuer à être utilisée. Donc voilà, c'était pour vous donner un exemple, il y a beaucoup d'exemples, donc je ne vais pas aller trop loin, hein, mais c'était pour vous donner un exemple des questions qu'on se pose lorsqu'on interprète la directive. Et donc je serais ravi d'en discuter dans le cadre des ateliers européens et au sein de la chaire. Voilà. Oui, merci Alain Souillot. Effectivement, et on l'a entendu aussi avec Laure, un des sujets d'inquiétude, finalement, c'est le champ d'application de ce texte. S'il faut indiquer le prix antérieur, on le comprend, mais est-ce qu'on ne peut afficher que celui-là? Et qu'est-ce qui se passe quand on fait une réduction de prix et que ce n'est pas ce prix antérieur qu'on souhaite mettre en avant? Est-ce qu'on peut en mettre un autre? Est-ce que c'est une obligation ou alors est-ce qu'on sort du champ d'application du texte? Effectivement, c'est un certain nombre d'inquiétudes, d'autant plus, comme l'a dit Laure, qu'il n'y a exceptionnellement, pour des raisons sur lesquelles on pourrait en revenir, mais il n'y a exceptionnellement aucun considérant dans la directive
sur ce texte, hein, puisqu'il n'émane pas de la Commission européenne. Je me tourne maintenant vers Magali Jalad. Magali Jalad, qui est de l'autorité régulation professionnelle de la publicité et qui est cette autorité qui se fait en quelque sorte un exemple de réussite de droit souple. Comment vous percevez cette disposition? Est-ce que cette nouvelle disposition est, selon vous, susceptible de modifier les pratiques et les codes de conduite des annonceurs? Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour répondre à cette question, je préciserai dans un premier temps que pour la publicité de prix, il existe des règles déontologiques contenues dans une recommandation de l'ARPE intitulée Publicité de prix. Donc, c'est un code de conduite. Et comme toutes les recommandations de l'ARPE, en fait, elle a été elle prévoit des engagements concrets, donc de la part évidemment adoptés par les annonceurs, mais pas seulement par les annonceurs, comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui vous a été diffusée sur l'ARPE, mais également par les agences et tous les médias qui sont représentés au sein de l'ARPE. Cette recommandation, publicité de prix, comme toutes les recommandations d'ailleurs, elle a été co-construite avec la société civile dans le cadre du Conseil paritaire de la publicité. Donc ce conseil, c'est une des 3 instances qui contribuent au dispositif de régulation professionnelle de la publicité concertée avec la société civile. Et ce conseil réunit les associations, enfin les représentants des associations et les représentants des professionnels, et émet un avis qui est public après donc sur la création d'une nouvelle règle, une recommandation, ou sur sa mise à jour, et après audition des parties prenantes, que ce soit donc des associations non membres du CPP, mais également des experts ou encore des autorités, des administrations et bien sûr aussi des professionnels. Donc la recommandation publicité de prix, elle prévoit notamment des règles de présentation du prix ou des prix dans les publicités et des mentions liées au prix. Ce sont des règles à la fois générales et puis il y a des règles donc par support de lisibilité, d'intelligibilité, de transparence et de clarté du prix et des mentions rectificatives. Des règles donc qui s'appliquent évidemment aujourd'hui, vous l'aurez compris, au prix réduit, et qui s'appliqueront évidemment demain au prix antérieur avant réduction qui sera mentionné dans les publicités. Donc ça, c'est un premier point. Et parmi les situations spécifiques qui sont encadrées par cette recommandation publicité de prix, dont on a notamment des règles sur les prix à partir d'eux ou encore sur les avantages tarifaires réservés à une partie de la clientèle. Il y a une disposition relative à la présentation de plusieurs prix dans la même publicité qui pourrait également s'appliquer et qui n'a pas été écrite pour ce point en particulier, mais qui s'appliquerait pour le prix réduit et le prix antérieur, que je cite donc, lorsque plusieurs prix figurent dans une même publicité, il est toujours possible de mettre en avant un de ces prix. Pour ce faire, les différents prix peuvent être présentés dans une taille de caractère différente, dès lors qu'elles respectent les principes de lisibilité, d'intelligibilité, de clarté et de transparence. Donc concrètement, pour répondre à votre question, cette recommandation ne devrait pas être impactée par cette nouvelle disposition de la directive, dans la mesure où l'encadrement relève du droit dur, comme c'était d'ailleurs le cas avant d'être libéralisé, et notamment par l'arrêté 77-105P. Néanmoins, donc, comme l'a rappelé le Conseil d'État, donc dans une étude sur le droit souple en 2013, et le Conseil d'État d'ailleurs dans son rapport reconnaît les recommandations de l'ARPE comme des règles de droit souple. Les règles de droit souple, elles peuvent en tout cas offrir une alternative pérenne, donc qui peut être préférable au droit dur en raison du domaine concerné, ou alors, plus précisément sur ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sans remettre en question le droit dur et sa centralité, les règles de droit souple, elles peuvent compléter le droit dur, accompagner sa mise en œuvre, le clarifier, l'expliciter. L'autorégulation, elle est reconnue, encouragée dans des directives européennes majeures, donc
dont celle sur les pratiques commerciales déloyales, mais plus récemment celle sur les services de médias audiovisuels. Donc c'est vrai que l'ARPE ne peut être que favorable justement à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'il y ait une transposition de manière identique dans tous les pays pour éviter des interprétations et des applications différentes par pays et créer des contraintes opérationnelles et même au-delà concurrentielles aux acteurs concernés. Et on l'a entendu, cet article de la directive, il suscite quelques interrogations. Il est sans doute précis, mais il n'est pas forcément explicite. Donc, il pourrait être envisagé que la recommandation publicité de prix, qui fait appel à la responsabilité des professionnels dans le cadre justement d'une publicité loyale, véridique et responsable, il pourrait être décidé, le cas échéant, de renvoyer à la recommandation en la complétant pour permettre une application adaptée à certaines situations, à certains supports également, dans le respect bien sûr de la protection des consommateurs. Donc ça sera évidemment possible lorsque les professionnels le souhaiteront. Enfin, en tout cas, ça peut être demandé par toute partie prenante à l'ARPE pour revoir la recommandation dans ce sens-là. Enfin, je me permets juste de souligner, parce qu'on est dans le cadre de la publicité de prix, l'intérêt pour le consommateur, ce n'est pas d'avoir non plus trop de mentions dans la publicité, donc ce serait plutôt pour la mise en œuvre de ce texte, et de ne pas noyer l'information essentielle pour le consommateur qui demeure quand même le prix qu'il va effectivement payer, en sachant que certaines mentions sont présentes sur des lieux de vente, que ce soit des lieux de vente physiques ou en ligne, et donc il est essentiel de ne pas noyer justement les informations essentielles pour le consommateur en ajoutant des mentions dans la publicité. Et je suis évidemment prête aussi à répondre aux questions qui suivront. Merci. Merci Magali. Alors avec déjà ces 3 premières interventions, on a eu quelques inquiétudes partagées par les 2 fédérations sur la possibilité peut-être que certaines pratiques ou types de promotion puissent disparaître, ou en tout cas on s'interroge sur cette éventuelle disparition et sur l'éventuelle liberté qui resterait encore aux professionnels d'indiquer peut-être ou non d'autres prix de référence, on ne sait pas. Magali Jalad est un petit peu plus confiante grâce à leurs recommandations. Alain Bazot, c'est vers vous que je me tourne maintenant, président de l'association UFC Que Choisir. Est-ce que vous partagez ces craintes et ces critiques éventuelles faites par les organisations professionnelles, ou au contraire, considérez-vous que le texte est à la hauteur de ce que vous auriez pu espérer pour la protection des consommateurs ? Bien, disons que notre opinion sur cette directive part de l'enjeu qui est en cause. L'intérêt, c'est de retrouver de la sincérité dans les annonces de rabais pour que ces annonces de rabais correspondent à la réalité. C'est ça qui nous anime. La directive, ça n'est pas une révolution. Ou alors dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que c'est un retour à la situation antérieure. En particulier, la situation antérieure qu'on connaissait bien en France ou même en Belgique, il y a une forme d'européanisation de la législation française, puisque, ça a été dit tout à l'heure, ce type de réglementation existait avant en France, avant une directive d'harmonisation maximale qui a imposé que l'on supprime notre propre législation, et en particulier, il en a été fait allusion, le fameux arrêté du 31 décembre 2008, qui finalement prévoyait exactement ce que prévoit la directive aujourd'hui. Et il a bien été dit qu'à la faveur de circulaires d'interprétation, on a un savoir-faire pour rendre opérationnel un texte en France, et que je sache, avant qu'il ne soit abrogé, ce dispositif ne soulevait pas de difficultés particulières en France. La difficulté, elle est aujourd'hui dans l'état du droit avant que cette nouvelle directive omnibus apparaisse. Nous, on regarde très concrètement le terrain et on regarde comment, dans la pratique,
l'information était donnée au consommateur sur les réductions qui lui étaient proposées. Je ne vous renvoie pas sur notre site Que Choisir en ligne, mais c'est quand même notre expertise de regarder concrètement ce qui se passe. Et à la faveur de la multiplication des opérations de réduction de prix, après le Black Friday, on a le French Days en France qui s'est développé depuis 2018, et à chaque fois, on a été au rendez-vous, on a regardé. Et on a vu, parce que c'était au printemps, eh bien, fleurir, en même temps que les baisses de rabais, les rabais, on a vu fleurir des prix qui avaient comme référence des prix de référence tout à fait farfelus. Et ça, c'était pour nous inquiétant dans un contexte aujourd'hui d'attention extrêmement forte. Ça revient à supposer que c'est déjà disparu. En force, la préoccupation du consommateur sur le prix. Et il suffit de regarder les publicités actuelles de tous les grands opérateurs. Ça a été dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'est un marqueur, hein, le prix. On voit bien qu'il y a beaucoup de marketing sur le prix. Les trois têtes de gondole, si je puis dire, c'est le prix, c'est l'environnement, et puis c'est le bleu, blanc, rouge. En gros, voilà les trois axes de communication. Donc aujourd'hui, très clairement, juste avant la directive, le professionnel pouvait choisir librement son prix de référence. Rien n'empêchait le professionnel d'augmenter un prix quelques jours avant et après d'annoncer des rabais mirobolants. Ça, c'était tout à fait possible, c'était tout à fait légal. On en a démontré beaucoup d'exemples comme ça. Et donc, les vertus quand même de cette directive, elles sont capitales. Je dirais qu'il y a 4 vertus essentielles, dont certaines ont déjà d'ailleurs été abordées et je pense qu'il y a convergence là-dessus. La première vertu, c'est quand même la loyauté. Il n'est pas possible que le consommateur soit, comme il l'est jusqu'à présent, avant la directive, instrumentalisé par des annonces de réduction de prix qui ne sont pas sincères. Donc, loyauté et transparence, c'est extrêmement important, encore une fois, dans un contexte où le pouvoir d'achat, la difficulté économique liée au Covid de bon nombre de ménages, l'annonce de réduction de prix, ça ne doit pas être un miroir aux alouettes et donc laisser une liberté totale des professionnels pour jouer sur la réalité prétendue de la bonne affaire que pourrait faire le consommateur. Il y a une deuxième vertu, c'est la comparabilité. Si on n'encadre pas de façon précise avec un prix de référence, ça veut dire que tel professionnel qui annonce 30% et l'autre qui annonce 30%, les deux, il y en a un qui ne joue pas un jeu de concurrence loyale. Et donc, en ce sens, il me semble que les professionnels devraient eux-mêmes être satisfaits du fait qu'on ne puisse pas ainsi fausser la concurrence en annonçant des rabais qui ne sont pas réels. Donc, et le fait d'assainir ces pratiques, je trouve que tout l'univers des magasins physiques devrait, je pense, soutiennent. Parce qu'on sait très bien que les offres de rabais qui sont sur les grands opérateurs sur Internet, évidemment qu'ils sont en force de frappe beaucoup plus importante que les magasins physiques. Les magasins physiques, on ne peut pas tout le temps passer, aller voir des magasins, alors que de chez soi, évidemment, on balaye toutes les offres. Et donc, le fait qu'en permanence, vous ayez des réductions sans s'assurer qu'elles sont bonnes, on voit bien que l'univers des magasins physiques est en difficulté. D'ailleurs, je noterai qu'au moment de la date des soldes, ce sont quand même les magasins physiques qui avaient plaidé pour qu'on retarde la date des soldes, parce que déclencher, j'allais dire, une guerre des prix, on sait très bien que Internet a un avantage par rapport aux magasins physiques. Sans parler de la volatilité des prix qui peuvent varier à la seconde, à la minute, de façon très importante. Et puis, le dernier argument, donc après la loyauté, la comparabilité et puis une concurrence plus juste, le dernier argument pour nous, c'est la confiance. On est dans une période où on a une injonction de consommer aux consommateurs. On dit qu'il y a 10 milliards qui ont été épargnés par certains, parce que tous, je vous l'assure, n'ont pas nécessairement pu épargner.
Mais bref, on sent bien que là, il y a une cagnotte, il faut que les gens piochent dans leurs réserves et il faut consommer. Et donc, il est important que si on veut relancer, le maître mot, ça va être la confiance. Il faut redonner de la sérénité. Aujourd'hui, si on n'encadre pas, eh bien, il y a une perte de confiance. Les gens ne se fient plus aux annonces mirobolantes ou mirifiques et donc se méfient de façon considérable. Donc, il est grand temps que par ce règlement, par cette réglementation, cette directive et puis sa déclinaison, eh bien, on retrouve plus de sérénité quand on consomme. Quand on annonce un rabais, c'est un rabais. Alors après, il faut voir les modalités, mais encore une fois, on a quand même un historique à savoir-faire en France. Moi, j'avais simplement une question pour Madame Benassi, c'est qu'il est question du prix le plus bas pendant une certaine durée. Et une certaine durée, ça reste donc à la liberté des États membres. Et je n'ai pas compris pourquoi la directive n'avait pas été jusqu'à fixer cette durée ou au moins l'encadrer dans une fourchette. Merci pour cette magnifique transition, puisque je vous souhaitais passer désormais la parole à Marie-Paule Benassi pour qu'elle expose le point de vue de la Commission européenne et la façon dont elle souhaite, la Commission, répondre à ces difficultés. Je note qu'on se retrouve pour l'essentiel d'entre vous. Vous vous retrouvez sur la loyauté, sur la concurrence plus juste et le besoin d'un encadrement, cet encadrement européen qui prend presque exemple du droit français, de l'ancien droit français. On ne peut que s'en réjouir de ce point de vue-là. Marie-Paule Benassi, donc comment la Commission européenne envisage-t-elle de répondre à ces interrogations et notamment également à celle d'Alain Bazot? Merci beaucoup et merci pour tous les intervenants précédents pour leurs remarques. Je voudrais d'abord, première chose, dire que l'élément essentiel, c'est fournir pour le niveau européen de la clarté spécifique sur cette question. Et donc, je pense que là, vous avez bien compris. Alors, fournir de la clarté spécifique, c'est d'une certaine manière un nouveau développement que nous sommes obligés de faire dans le droit des consommateurs de l'Union européenne, parce que jusqu'à très récemment, disons, on était sur un droit basé sur des grands principes et on laissait une marge de manœuvre aux États membres dans la transposition la plus faible possible, parce qu'on veut quand même que le droit de la consommation soit le plus largement harmonisé au niveau européen, vu que nous sommes dans un marché intérieur, mais aussi dans l'interprétation des situations au cas par cas. Mais avec le développement du commerce en ligne, et comme M. Bazot l'a bien souligné, il y a des pratiques qui ne se faisaient pas en France, qui arrivent de sites web américains. Bientôt, on aura aussi les promotions des sites web chinois. Donc, en plus du Black Friday, on aura, je ne sais pas moi, le 1er octobre, c'est le jour de la Lune et du Soleil. Bon. Ce qui doit être le cas, parce que j'étais en Chine pendant quelques temps, mais j'ai un peu oublié quand même toutes ces différentes fêtes. Donc, à la fin des fins, l'interprétation de laisser aux autorités nationales devient de plus en plus difficile et peut aboutir à un manque d'harmonisation dans la mise en œuvre des grands principes du droit, ce qui fait que il y a des problèmes de concurrence pour les différentes entreprises. Par ailleurs, je voudrais souligner que la multiplication des changements de prix est une manière pour faire perdre au consommateur l'évaluation qu'il a du prix juste. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce qui était important de souligner, c'est que la première chose à faire, c'est
mettre en valeur le prix qui est proposé et pas écrire petit le prix et très gros moins 80%. Hein. Dans certains sites web, il y a moins 80% qui est écrit super gros, le vrai prix petit. Donc, en tout cas, tous ces changements de prix, toute cette explosion de promotion qui se passe essentiellement en ligne et qui oblige aussi les magasins physiques à suivre, influence beaucoup le consommateur et lui font perdre la notion de prix. Donc, c'est pour ça qu'il est important, et nous avons constaté qu'il faut clarifier les règles de plus en plus pour redonner des bases, disons, claires au niveau de l'Union européenne dans certains éléments fondamentaux. Il est fondamental de bien indiquer le prix, de bien indiquer si ce prix a été modifié, par rapport à quoi il a été modifié et que ce par rapport à quoi doit être maintenant standardisé avec la nouvelle directive Omnibus. Et on a quand même fixé un certain nombre de règles assez simples en réalité dans la directive, plus une flexibilité pour les États membres dans la transposition pour des dispositions qui concernent des cas spécifiques. Et il reste la question des prix de référence qui peuvent être utilisés à condition que ces prix de référence soient clairement expliqués et soient sincères et ne soient pas inventés. Donc, le travail de mes collègues qui est en train de se faire, c'est de travailler dans ces ateliers de transposition pour bien assurer que tous les États membres comprennent de la même manière ce qu'il faut faire, identifier les questions qui ne sont pas traitées et qui donc restent du domaine de la directive des pratiques commerciales déloyales, et continuer à identifier les uns après les autres tous les différents problèmes. Donc ce travail est en cours, il n'est pas terminé. En tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est les prix de référence, c'est tout à fait possible d'utiliser des prix de référence, que quand il y a des réductions de prix par rapport à un prix antérieur, il faut mettre le prix antérieur, même effectivement si cela peut poser des questions d'information, de surcharge d'information du consommateur, mais ça va quand même très très vite pour le consommateur de bien faire le lien entre le prix maintenant, le prix avant et le pourcentage de réduction. Et puis, je regarde mes notes, le prix futur. Le prix futur, il est futur. Donc, pour l'instant, notre approche, c'est il doit y avoir un prix à un moment donné et il doit bien y avoir des solutions pour informer les consommateurs de la manière dont ça va évoluer. Et donc, ces solutions sont laissées au niveau national, ce qui paraît justifié dans la mesure où ces types de promotion, disons, peuvent être assez nationales et spécifiques. Et donc, pourquoi on n'a pas été très loin en spécifiant tout? Vraiment, je pense, ça c'est peut-être votre question, monsieur Bazot, on a laissé un degré de... Ah, Marie-Paul, vous êtes coupée. Peut-être que... Ah, ça y est. Oui, peut-être couper votre vidéo en fait pour terminer votre phrase. Peut-être que la connexion sera meilleure. Allez-y, terminez votre... Non, je vous en prie, terminez votre phrase. Juste dire que le degré de flexibilité qu'on laisse aux États membres est important pour nous, pour les consommateurs, les entreprises. Par exemple, il y a des types de promotions qui ne sont jamais faits dans certains pays et qui sont toujours faits dans d'autres, etc. Donc, et que le consommateur
connaît bien et comprend bien. Donc, si on change aussi, ça peut perturber les consommateurs. Donc, il faut cette flexibilité et on verra dans notre évaluation en 2024 où on en est. Mais on n'est pas là. Là, maintenant, on est vraiment en train de travailler intensément avec les parties prenantes pour qu'au niveau européen, on ait un système satisfaisant. Je voulais juste vous donner un chiffre. On a fait un balayage des sites web qui offrent des promotions. En fait, on a trouvé 3/4 des sites dans toute l'Union européenne sur pratiquement 600 sites. Donc, 3/4 des sites sont remplis de promotions, avec des moins ceci, moins tant de %, des prix barrés, etc. Et quand on identifie plus en détail comment ces promotions sont présentées, et bien 30% de ces promotions ne sont pas claires, pas clairement expliquées. Donc, c'est vraiment un domaine où le niveau européen doit aider à mettre une information claire pour le consommateur. Oui, merci Marie-Paule Benassi. Merci à tous. On a 1000 questions. Moi, la première, il y a énormément de choses à creuser sur tout ce qui a été dit, mais je me fais déjà disputer par Natacha Sovano-Ambroyo parce qu'on est un petit peu en retard et comme c'est elle qui prendra la suite, il faut que les gens puissent déjeuner à un moment donné. L'objectif ici était de placer un peu les difficultés et de commencer à répondre, mais évidemment, dans le temps que nous avons, ce n'est pas possible, mais c'est ne serait-ce que pour montrer, et je pense qu'on y est arrivé, de l'intérêt de ces questions et nous allons continuer à y travailler. Nous y travaillons déjà dans le cadre de la chaire avec nos partenaires et des universitaires et nous ferons des petits déjeuners débats sur ces questions qui sont absolument essentielles pour creuser davantage. Merci à tous de ce premier panel sur les annonces de réduction de prix.